Il y a des histoires qui semblent commencer par un simple détail, un incident presque banal, mais qui finissent par révéler bien plus que ce que l'on pouvait imaginer. Celle-ci démarre dans un avion, au moment précis où un billet de première classe devient le point de départ d'un affrontement inattendu. Une jeune fille noire, à la voix tremblante mais ferme, se tenait devant un homme blanc installé à une place qui n'était pas la sienne. Dans sa main, son ticket froissé indiquait sans équivoque le siège 2A. « Excusez-moi, vous êtes assis à ma place », dit-elle doucement, ses yeux fixés sur lui malgré le trac qui lui faisait battre le cœur plus vite. L'homme, le visage figé dans une expression froide, répondit d'un ton sec, « J'ai payé pour la première classe, je ne vais pas céder ma place pour un caprice. » L'agent de bord arriva, badge brillant sur sa poitrine, Sandra Miles. Elle hésita une seconde, consciente du décollage imminent. « Monsieur, pourriez-vous patienter à l'arrière, le temps de vérifier ?» demanda-t-elle poliment. Mais la jeune fille serra son billet entre ses doigts et le leva, déterminée. « Le siège 2A m'appartient. » L'air se figea. On entendit des murmures dans la cabine. Quelqu'un chuchota que les enfants n'avaient pas besoin de première classe. Au fond, un homme noir élancé se leva à moitié, appuyant sa main sur le dossier d'un siège. C'était Marcus Jenkins, le père de la fillette. Sa voix résonna calmement, « Ce siège a été réservé il y a des semaines. Voici la preuve. » Sandra prit les billets, les scanna. L'écran confirma, 2A Amara Jenkins. 12 CO Richard Blackwell. Le doute n'était plus possible. Pourtant, Richard Blackwell ne broncha pas. Il se pencha vers l'agent, baissant la voix, « Elle n'a pas besoin d'espace pour travailler. Moi, j'ai une réunion urgente en arrivant. Qu'elle prenne l'arrière, juste pour cette fois. » Amara, 9 ans à peine, garda la tête haute. Sa respiration courte trahissait son appréhension, mais ses mots restèrent clairs, « Mon siège est le 2A. » Sandra, reprenant son professionnalisme, tenta d'arrondir les angles, « Je vais voir si un autre siège en première est disponible, monsieur. » Mais Richard la coupa net, « J'occupe toujours ce siège, sur ce trajet. Je suis client platine depuis 15 ans. Je ne voyage jamais en économie. » Un silence pesant s'installa, jusqu'à ce qu'une voix féminine, douce mais assurée, retentisse. Une dame aux cheveux argentés, élégante, posa son verre et se leva, « Je vais échanger avec vous. » La petite garde son siège. « Je préfère de toute façon être près du hublot. » Elle sourit à l'enfant, qui la regarda avec reconnaissance. L'homme, voyant une issue, se résigna enfin. « Merci », lâcha-t-il d'un ton amer en rassemblant ses affaires. La femme inclina légèrement la tête. « Elizabeth Montgomery », se présenta-t-elle. Amara répondit timidement, « Amara Jenkins. » Marcus resta debout quelques instants derrière sa fille, sa main toujours posée sur le dossier comme une encre invisible. Amara s'assit enfin, boucla sa ceinture et fixa le hublot. L'avion se mit en mouvement. Personne, pas même l'équipage, ne savait que cet enfant n'était pas une passagère comme les autres. Personne n'imaginait que le moindre appel téléphonique pouvait changer le destin de ce vol. Quelques minutes après le roulage, alors que Détroit se dessinait comme un vitrail givré sous les ailes, la voix glaciale du commandant résonna, « Cet appareil retournera à la porte d'embarquement. La sécurité va monter à bord. » Tous les regards se tournèrent vers Amara. Elle sentit son billet se froisser davantage dans sa main tremblante. Richard, crispé, détourna le regard. « J'ai payé ma place en première », répéta-t-il entre ses dents. Mais Marcus posa calmement la main sur l'épaule de sa fille. « Ton siège a été réservé il y a longtemps. Voici la preuve. » Les murmures enflèrent dans la cabine. Aucun passager ne pouvait deviner que cette dispute au sujet d'un siège n'était que la surface d'une affaire bien plus vaste. Et qu'au centre de tout cela se trouvait une fillette qui connaissait mieux les algorithmes et les prototypes scientifiques que les codes sociaux des adultes autour d'elle. Pour comprendre pourquoi elle se trouvait dans cette situation, il fallait revenir quelques heures plus tôt, au lever du jour. À 4h30, l'alarme sonna, mais Amara était déjà réveillée. Allongée dans son lit, elle observait son plafond, la chambre encore silencieuse. Un ours en peluche projetait son ombre sur une couverture ornée du logo de la NASA. Près de la fenêtre, des rubans de concours scientifiques décoraient un panneau, entouré de livres et de jouets soigneusement alignés. Dans un coin, un bureau avec 3 écrans illuminait la pièce. L'un affichait du code, l'autre des graphiques de croissance, le dernier une carte thermique montrant en temps réel des milliers d'élèves connectés. Son projet,
Dreamscape, était en marche. Marcus entra, portant 2 tasses. « Grand jour, Sparrow » dit-il, utilisant le surnom qu'il lui donnait depuis qu'elle avait appris à marcher. Une tasse de chocolat chaud pour elle, un café pour lui. Amara sourit timidement. « J'ai peur qu'il s'attende à voir quelqu'un d'autre, » avoua-t-elle. « Pas une enfant, pas une fille noire. » Marcus s'assit à ses côtés, la regardant droit dans les yeux. « Aujourd'hui, tu n'as rien à prouver sur qui tu es. Tu viens simplement leur présenter ce que tu as construit. » Ces mots l'apaisèrent. Amara répéta son plan de présentation, point par point, module d'apprentissage pour la dyslexie, extension dans des zones défavorisées, prévision budgétaire. 3 sauvegardes de son dossier, une clé USB dans sa poche, une copie dans son sac, une autre dans le cloud. Pas de point de défaillance unique, murmura-t-elle. Avant de fermer son sac, elle glissa dans sa veste une vieille photo d'elle et de sa mère, toutes deux riant sous la pluie avec leur ciré jaune. Son regard resta accroché un instant à ce souvenir, puis elle rangea l'image près de son cœur. À l'aéroport de Détroit, père et fille avançaient avec assurance. Leurs passeports portaient les marques de voyage passés, Tokyo, Londres, Singapour. Les gens avaient souvent du mal à croire qu'une enfant de 9 ans pouvait être PDG. Mais Marcus connaissait cette incompréhension et laissait sa fille affronter ses regards avec calme. À la porte d'embarquement, il l'encouragea une dernière fois. « Tu es prête, Sparrow ?» Elle hocha la tête. Son billet indiquait bien 2 AG première classe. Marcus, volontairement, avait pris une place plus loin, en économie. « Si tu as besoin, envoie-moi un message, » dit-il. Amara s'avança seule, son billet scanné par l'hôtesse qui hésita une fraction de seconde en voyant son âge, avant de lui souhaiter bon vol. Elle entra dans la cabine feutrée de la première classe, s'installa à sa place, attacha sa ceinture et sortit son carnet de croquis. À cet instant, elle ne savait pas que la sérénité apparente du vol allait bientôt s'effondrer. Car à peine installé, un homme pressé arriva, haletant, tirant sa cravate. Richard Blackwell. Il s'arrêta net en voyant Amara à la place 2A. « Vous êtes dans mon siège » lança-t-il. Amara, déstabilisée, vérifia son billet et répondit simplement « Non, c'est bien le mien ». C'est là que tout commença. Et c'est là aussi que la vie d'Amara allait basculer. Le bruit sourd des roues de l'avion se fit entendre, l'appareil commençant son roulage vers la piste. Amara, assise bien droite dans son siège 2A, serrait le carnet posé sur ses genoux. Elle jetait parfois un regard discret vers le hublot, fascinée par la manière dont les lumières de Détroit se reflétaient sur la carlingue. Tout semblait normal, mais son cœur battait toujours plus vite qu'à l'accoutumée. La tension de l'incident avec Richard Blackwell restait suspendue dans l'air comme une poussière que rien n'avait balayée. Derrière le rideau séparant la première classe du reste de la cabine, Marcus feuilletait un livre sans vraiment lire. Ses yeux revenaient sans cesse vers l'avant, attentifs au moindre signe que sa fille aurait besoin de lui. À quelques rangées d'elle, la dame aux cheveux argentés, Elizabeth Montgomery, s'était installée tranquillement à une autre place, gardant de temps en temps un œil protecteur sur Amara. Richard, lui, avait sorti son ordinateur portable, pianotant nerveusement comme si taper sur un clavier pouvait effacer l'humiliation d'avoir perdu son siège. Son visage fermé, ses mâchoires serrées, tout chez lui exprimait la colère contenue. Un léger grésillement retentit, suivi de la voix posée du commandant, « Attachez vos ceintures. Préparez-vous au décollage. » La cabine vibra. Amara inspira profondément, se répétant mentalement la méthode que Zoe Washington lui avait apprise. Inspirer en 4 temps, retenir, expirer doucement. Ce rituel lui donnait une force discrète, comme si chaque respiration pouvait la protéger. L'avion s'inclina légèrement, les moteurs rugirent, et bientôt la ville rétrécit sous ses yeux. Les routes devinrent de simples lignes lumineuses, les immeubles des blocs miniatures. Pour Amara, ce moment ressemblait toujours à la résolution d'un problème mathématique compliqué, un désordre apparent qui, d'un coup, trouvait son équilibre. Mais cette fois, l'équilibre fut de courte durée. Alors que le ciel s'ouvrait devant eux, la ceinture de sécurité clignota de nouveau. L'appareil subit de petites secousses, assez fortes pour faire trembler un verre d'eau sur un plateau. Amara referma son carnet, crispant ses doigts sur l'accoudoir. Sa respiration devint rapide. C'est à ce moment qu'une silhouette avança dans l'allée, bravant le regard inquiet des hôtesses. Une femme en veste grise, les cheveux tirés en arrière, Zoe Washington. Elle se pencha vers Amara, posa sa main sur la sienne et murmura,
respire comme on a pratiqué. Inspire 4, retiens, expire 4. La petite hocha la tête, s'appliquant à suivre le rythme. La présence de Zoé lui redonna un semblant de calme. Sandra, l'hôtesse de l'air, fronça les sourcils en voyant Zoé debout pendant que le signal lumineux était encore allumé. « Madame, veuillez regagner votre siège, c'est dangereux. » Zoé, sans détourner les yeux d'Amara, répondit d'une voix ferme, elle panique quand ça secoue. « Donnez-moi juste une minute. » Sandra hésita, puis céda, restant en retrait, une main appuyée contre le siège voisin. Richard observa la scène d'un œil ironique, esquissant un petit rire sans joie. Mais il se figea quand Zoé prononça d'un ton assuré, « Je travaille pour elle. » Ces mots, simples et directs, semblaient presque irréels pour lui. Une enfant qui avait une collaboratrice adulte à son service? Cela contredisait tout ce qu'il croyait savoir. Pourtant, aucun passager ne releva l'absurdité de cette phrase. Au contraire, certains regardèrent Amara avec un mélange de curiosité et de respect. Le temps d'une dizaine de respirations, les secousses cessèrent. Zoé serra une dernière fois la main d'Amara et retourna à sa place. La petite resta immobile, son passeport serré contre elle, comme si ce document était la clé qui prouvait sa légitimité dans un monde qui doutait constamment d'elle. Quelques minutes plus tard, un steward s'approcha du siège 2A, tenant une tablette. Il s'adressa doucement à Amara, « Mademoiselle Jenkins, le commandant aimerait vous voir dans le cockpit. » Les passagers proches écarquillèrent les yeux. Marcus, déjà debout, se rapprocha de sa fille d'un pas rapide. « Je viens avec elle, » dit-il fermement. Le steward acquiesça. À la porte du cockpit, Marcus posa une main rassurante sur l'épaule de sa fille. Le commandant Sullivan, grand, cheveux poivre et sel, leur fit signe d'entrer. À ses côtés, la copilote Mächen gardait les yeux fixés sur ses instruments. L'atmosphère à l'intérieur était sérieuse, presque lourde. « Merci d'être venu, » dit le commandant. « Nous avons reçu un appel anonyme affirmant que cet enfant voyage avec de faux papiers et qu'elle est utilisée pour des activités illégales. » Amara resta figée, ses yeux s'écarquillant. Marcus prit la parole, sa voix basse mais ferme, « C'est faux. Ces documents sont authentiques. Son voyage est légitime. » Le commandant hocha la tête. « Je ne dis pas le contraire, mais le protocole nous oblige à vérifier. Nous allons nous dérouter vers Auckland. Des agents de sécurité monteront à bord pour procéder au contrôle. » Amara sortit son passeport de sa poche intérieure, le tenant avec autant de sérieux que si elle jouait sa dernière carte. Elle ajouta calmement, « J'ai aussi mon invitation, ma lettre officielle et mes mailles de confirmation. » Marcus tendit son téléphone, affichant l'email de la réunion prévue. Le commandant regarda les documents, puis rendit le tout en soupirant. « Je comprends. Mais les procédures sont strictes. » À ces mots, Marcus échangea un regard silencieux avec sa fille. Tous deux comprirent la même chose, ce n'était pas une simple coïncidence. L'appel avait été passé peu après l'incident du siège. Derrière cette manœuvre, il y avait une intention précise. Lorsque la porte du cockpit se referma, Amara sentit le poids des regards autour d'elle s'alourdir. De retour dans la cabine, certains passagers chuchotaient, d'autres observaient avec méfiance. Richard, lui, restait raide sur son siège, les doigts crispés sur son ordinateur. Quelques minutes plus tard, la voix du commandant annonça à l'ensemble de l'avion, « Pour des raisons de sécurité, nous allons nous poser à Auckland. Merci de rester calme et coopératif. » Les murmures s'amplifièrent. « Sécurité, encore des retards », grognaient certains. Mais personne ne se leva. Amara, malgré ses mains glacées, redressa son dos. Elle serra son billet de première classe entre ses doigts. Elle avait compris que ce voyage allait devenir bien plus qu'un simple déplacement professionnel. C'était désormais une épreuve. Une confrontation entre ce qu'elle représentait et ce que certains refusaient de voir. Et alors que l'avion amorçait sa descente, personne ne savait encore que cette affaire de siège n'était que le début. Les roues de l'avion touchèrent la piste d'Auckland avec un léger crissement, suivi d'un soupir collectif à bord. L'appareil roula jusqu'à une zone isolée de l'aéroport, loin du terminal principal. Derrière les hublots, on apercevait déjà 2 véhicules aux gyrophares rouges et bleus qui attendaient, immobiles. Dans la cabine, le silence régnait, seulement brisé par le bruit des moteurs qui ralentissaient. Une annonce retentit, « Veuillez rester assis, les services de sécurité vont monter à bord. » Certains passagers échangèrent des regards inquiets,
d'autres se plaignirent de leur correspondance manquée. Mais au centre de toutes les attentions, il y avait Amara. La fillette serrait son passeport dans une main et, dans l'autre, le ticket 2A, comme s'il pouvait la protéger des soupçons. La porte principale s'ouvrit enfin. L'air marin de la baie s'engouffra, mêlé à l'odeur de carburant chaud. 2 agents de sécurité montèrent les premiers, suivis d'une femme vêtue d'un tailleur sombre. Son badge brillant annonçait « FBI agent spécial Tania Rodriguez ». Elle s'avança d'un pas sûr, le regard ferme, et s'adressa à l'équipage « Nous devons parler à Amara Jenkins et Marcus Jenkins ». Sandra, l'hôtesse, déglutit et se dirigea vers la première classe. Sa voix était plus basse qu'à l'accoutumée lorsqu'elle dit « Mademoiselle Jenkins, Monsieur Jenkins, veuillez me suivre ». Marcus se leva aussitôt, posant sa main rassurante sur l'épaule de sa fille. Ensemble, ils avancèrent dans l'allée, sous les yeux de tous les passagers. Certains les observaient avec méfiance, d'autres avec compassion, quelques-uns avec indifférence. Richard, lui, resta crispé, ses bras serrés autour de son ordinateur comme s'il craignait de perdre plus que des fichiers. De l'autre côté de l'allée, Elizabeth Montgomery suivit la scène du regard. Lorsqu'Amara passa près d'elle, la femme posa brièvement une main sur l'accoudoir et murmura à l'oreille de Sandra « Si vous avez besoin de moi, je suis disponible ». Dans la petite zone près de la porte, Tania Rodriguez ouvrit un carnet et parla avec une voix nette « Nous devons vérifier vos identités et la raison de votre voyage ». Marcus tendit immédiatement leur passeport, accompagné des cartes d'embarquement et d'un email ouvert sur son téléphone montrant l'invitation officielle à une réunion d'affaires à San Francisco. Amara, la tête haute malgré ses jambes tremblantes, ajouta « Je suis la fondatrice de Dreamscape. Je dois présenter notre projet demain. » Les agents échangèrent un regard. Aucun sourire, aucune moquerie. Rodriguez nota calmement « Fondateur et PDG de Dreamscape », puis rangea ses papiers. Elle fit signe à ses collègues. « Nous allons poursuivre cette vérification au sol. Veuillez nous accompagner. » Marcus hocha la tête. « Notre avocate est en route. Elle nous rejoindra. » Amara inspira profondément et suivit son père, entouré d'agents qui les escortaient hors de l'appareil. Derrière eux, les passagers reprirent leur murmure. Un enfant chuchota, « Ils emmènent la petite. » Et sa mère posa une main apaisante sur son bras, « Chut, ne t'inquiète pas. » En quittant l'avion, Amara jeta un dernier regard vers son siège 2A. La ceinture croisée restait vide, comme une marque laissée à la craie. Elle se promit intérieurement qu'elle y reviendrait un jour, mais cette fois sans qu'aucune voix ne remette en doute sa place. À l'extérieur, l'air était frais. Ils furent conduits vers un bâtiment discret à l'écart des terminaux. Le couloir à l'intérieur sentait le plastique neuf et l'encre d'imprimante. On les installa dans une salle de réunion impersonnelle, table longue, chaises en métal, carafe d'eau tiède. Tania Rodriguez referma la porte et s'assit face à eux. « Nous allons vérifier point par point. » Amara énonça calmement son nom complet, sa date de naissance, et répéta l'objet de son voyage, présenter un programme éducatif à des investisseurs. Marcus ajouta les détails pratiques. Quelques minutes plus tard, un second agent entra, portant une mallette remplie de documents. Il se présenta, agent Michael Donovan. Son accent trahissait une origine de la côte est. Il ouvrit son dossier et expliqua, « Nous avons reçu également un signalement concernant des transferts financiers suspects liés à votre entreprise. » Marcus fronça les sourcils. Zoé Washington, restée en cabine arrière, fut rapidement convoquée et arriva avec sa tablette à la main. Elle répondit avec assurance, « Ces transferts concernent des subventions destinées à des écoles défavorisées. Tous les mouvements sont audités. Voici les rapports trimestriels. » Elle projeta à l'écran les documents tamponnés, rapports de flux financiers, contrats avec les ministères de l'Éducation. Amara sortit à son tour un petit dossier de son sac, l'invitation officielle, l'agenda de la réunion, la liste des participants. Elle posa les feuilles devant l'agent. Son geste était précis, maîtrisé, comme si elle avait compris que chaque détail pouvait changer la perception qu'on avait d'elle. Les agents étudièrent chaque pièce. Pas une seule erreur, pas un seul document manquant. Pourtant, Donovan insista, « Nous allons devoir approfondir cette enquête. » À ce moment précis, la porte s'ouvrit de nouveau. Une femme asiatique, élégante, entra en déposant une carte de visite sur la table, Diane Chen, avocate de Dreamscape. « Mes clients ne répondront plus sans ma présence. »
Son ton ferme coupa court à toute tentative d'intimidation. Elle sortit de son sac un dossier encore plus complet que celui d'Amara. Vous trouverez ici les audits certifiés, les lettres de nos partenaires internationaux, et les preuves d'autres plaintes anonymes déposées contre des startups dirigées par des personnes issues de minorités. Les similitudes sont troublantes. Rodriguez leva un sourcil, prit les documents et commença à les parcourir. Donovan aussi, son expression se durcissant. Un silence pesa dans la pièce. Puis Rodriguez déclara, « Si tout cela est exact, il se pourrait que nous soyons face à une campagne coordonnée pour déstabiliser votre entreprise. » Amara, qui jusque-là avait gardé un calme impressionnant, serra ses poings sur ses genoux. Elle n'était plus seulement une enfant défendant son siège. Elle se retrouvait au cœur d'une bataille contre des forces bien plus vastes, prêtes à la faire tomber. La réunion s'acheva avec une promesse, une vérification rapide, puis la possibilité pour eux de repartir. Mais la fillette comprit déjà que chaque minute perdue n'était pas neutre. Son projet, sa mission, et peut-être même sa réputation étaient en jeu. Quand ils sortirent du bureau, Zoé posa une petite bouteille d'orange pressée devant Amara. « Bois. Tu as besoin de force. » Amara but une gorgée, songeuse. Dans le reflet de la vitre, elle aperçut son visage sérieux, bien plus mûr que celui d'une enfant de 9 ans. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que, pendant ce temps, dans l'avion désormais reparti vers San Francisco, un homme fixait ses mains comme s'il ne les reconnaissait plus. Richard Blackwell savait que son geste avait déclenché une tempête qu'il ne pourrait pas contrôler. La nuit était tombée sur Oakland lorsque Marcus, Amara et Zoé quittèrent enfin le bâtiment du FBI. Leurs pas résonnaient dans le parking désert, éclairé par quelques lampadaires. Diane Chen, l'avocate, marchait à leur côté, son sac serré contre elle. Elle parlait bas, mais sa voix restait ferme, « Ils ne vont pas lâcher. » Ce signalement n'était pas isolé. Quelqu'un a planifié tout cela. Marcus hocha la tête, ses traits tirés par la fatigue. Amara, elle, gardait le silence. Son regard fixé sur le sol trahissait la tempête intérieure qu'elle contenait. Ils montèrent dans une voiture de location. Zoé prit le volant, Diane s'installa à l'avant, tandis que Marcus et Amara occupaient l'arrière. À travers la vitre, les lumières de la baie défilaient, floues, comme si la réalité elle-même se brouillait. Amara finit par murmurer, « Si je ne peux pas présenter demain, ils vont croire que je ne suis pas sérieuse. » Marcus posa une main apaisante sur son épaule. « Sparrow, tu ne dois pas porter seul ce poids. Ce n'est pas toi qui es en faute. » Mais Amara secoua la tête. Les investisseurs ne verront que ça, une petite fille arrêtée à l'aéroport. Sa voix se brisa légèrement, mais elle ravala ses larmes. Zoé, les yeux fixés sur la route, ajouta calmement, « Alors il faudra leur montrer encore plus clairement qui tu es et ce que tu as construit. » Le lendemain matin, ils se retrouvèrent dans un hôtel discret de San Francisco. La chambre était simple, mais Amara transforma le bureau en véritable quartier général. Elle installa ses ordinateurs, ouvrit ses dossiers, relut chaque page de sa présentation. Diane passa en revue les arguments juridiques, Marcus préparait les documents financiers, et Zoé ajustait la partie technique de la démonstration. À 9 ans, Amara donnait des instructions comme un chef d'orchestre. Zoé, vérifie la fluidité de la simulation sur la tablette. Papa, met en ordre les contrats partenaires par ordre de signature. Diane, pourrais-tu reformuler la clause sur l'impact social pour la rendre plus accessible? Tous obéissaient avec sérieux, conscients que derrière son visage d'enfant se cachait une détermination que peu d'adultes possédaient. Pendant ce temps, à quelques kilomètres, Richard Blackwell entrait dans un gratte-ciel de verre. Accueilli par un assistant, il rejoignit une salle de réunion feutrée où l'attendaient 3 hommes en costume. L'un d'eux, la cinquantaine, prit la parole, « Alors ?» Richard répondit d'une voix basse, « L'appel a été passé. Ils ont été retenus plusieurs heures. Cela devrait suffire à les discréditer. » Un autre homme, plus jeune, fit tourner son stylo entre ses doigts, « Il faut qu'elle échoue demain. Sinon, nos propres financements risquent d'être remis en question. » Ce complot prenait forme. Amara, sans le savoir, n'affrontait pas seulement un passager arrogant. Elle était devenue la cible de personnes influentes, prêtes à sacrifier son avenir pour protéger leurs intérêts. De retour à l'hôtel, Marcus sortit une vieille photo pliée en 2. On y voyait Amara, plus petite encore, aux côtés de sa mère disparue. Il la posa sur le bureau, face à sa fille. « Elle serait fière de toi, dit-il doucement. Amara effleura l'image du bout des doigts et répondit, « Alors je ne peux pas échouer. » L'après-midi, ils se rendirent au centre de conférence où la présentation devait avoir lieu. Le bâtiment, moderne, aux façades vitrées, reflétait le ciel clair.
Des hommes et femmes d'affaires franchissaient les portes, badge autour du cou, mallette en main. Amara inspira profondément avant de pénétrer dans le hall. Ses pas résonnèrent sur le marbre, chaque son lui rappelant qu'elle entrait dans un espace où peu croyaient qu'elle avait sa place. Ils furent conduits dans une salle préparatoire. Zoé testa le projecteur, Diane discuta rapidement avec l'organisateur, Marcus installa la tablette d'Amara sur un pupitre. La fillette répéta son discours à voix basse, ligne après ligne, jusqu'à ce que chaque phrase sonne juste. Mais alors qu'il finalisait les réglages, un technicien entra, visiblement gêné. « Excusez-moi. Il y a eu un problème avec le système. Votre présentation ne s'affiche plus. » Zoé s'élança vers l'ordinateur central. Après quelques secondes, elle fronça les sourcils, quelqu'un a effacé le fichier. Amara sentit son ventre se nouer. Elle avait pourtant tout sauvegardé. Vérifie la clé USB, dit Marcus d'un ton pressé. Zoé la connecta, mais le fichier semblait corrompu. Même constat sur le disque dur externe. Seule restait la copie dans le cloud. Amara bondit sur son propre ordinateur, tapa son mot de passe, mais un message apparut, compte bloqué pour activité suspecte. La panique menaçait de les submerger. Diane, elle, garda son sang-froid. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un veut saboter la présentation. Amara ferma les yeux quelques secondes, reprenant la respiration en 4 temps. Puis elle déclara, « Je connais chaque ligne de mon exposé. S'il le faut, je le présenterai sans support visuel. » Sa voix tremblait à peine, mais son regard brillait d'une détermination nouvelle. Marcus, impressionné, posa une main sur son épaule. « C'est toi, le cœur du projet, pas les écrans. » Quelques instants plus tard, une hôtesse de conférence entra pour annoncer « C'est votre tour ». Amara redressa la tête, saisit son dossier imprimé et marcha vers la salle principale. À l'intérieur, une centaine de personnes attendaient, parmi elles des investisseurs puissants, des journalistes, et, au premier rang, Richard Blackwell, un sourire glacé accroché aux lèvres. Amara grimpa sur l'estrade, ses petits doigts agrippant le pupitre. La lumière des projecteurs lui chauffait le visage. Elle prit une grande inspiration et commença, « Bonjour. Je m'appelle Amara Jenkins, j'ai 9 ans, et aujourd'hui je vais vous parler de Dreamscape. » Un murmure parcourut la salle, mélange d'étonnement et de scepticisme. Mais Amara ne détourna pas les yeux. Elle savait qu'à cet instant précis, son âge, sa couleur de peau et les obstacles qu'on lui avait dressés ne devaient plus être perçus comme des faiblesses, mais comme la preuve qu'elle avait réussi à franchir des barrières que d'autres n'osaient même pas imaginer. Et malgré les sabotages, malgré les doutes, malgré les regards lourds, elle entama sa démonstration avec une confiance qui fit taire les voix sceptiques une à une. La salle resta suspendue à ses premiers mots. Les projecteurs illuminaient son visage d'enfant, mais sa voix, posée et assurée, avait déjà la gravité de quelqu'un qui connaissait son sujet en profondeur. Dreamscape, expliqua-t-elle, est une plateforme conçue pour transformer l'éducation. Nous aidons les enfants dyslexiques, autistes ou issus de zones défavorisées à apprendre grâce à des modules personnalisés. Elle parlait lentement, articulant chaque phrase pour que personne ne puisse douter de sa maîtrise. Sur l'écran, au lieu de la présentation préparée, Zoé avait réussi à improviser un affichage simplifié, une suite d'images de secours, extraites des fichiers survivants. Amara s'y adapta sans sourciller, utilisant chaque image comme tremplin pour développer son discours. Elle expliqua comment Dreamscape s'appuyait sur l'intelligence artificielle, comment il s'adaptait au rythme d'apprentissage individuel, et comment des résultats mesurables avaient déjà été obtenus dans plusieurs écoles partenaires. Dans les premiers rangs, certains investisseurs hochèrent la tête. D'autres, sceptiques, prenaient des notes rapides. Richard Blackwell, lui, fixait Amara avec une expression figée, presque contrarié de la voir tenir tête à l'imprévu. Amara marqua une pause et regarda la salle droit dans les yeux. « Je sais que je ne ressemble pas à l'image que vous aviez en tête pour une fondatrice. Je suis jeune. Je suis noire. Je suis une fille. Mais Dreamscape n'est pas une illusion. C'est un travail concret, bâti ligne par ligne, testé dans de vraies écoles, soutenu par des familles et des enseignants qui y croient. » Un silence parcourut l'auditoire. Elle reprit, cette fois avec une intensité plus forte. « Ce projet n'existe pas parce que je suis une exception. Il existe pour que d'autres enfants qui se sentent exclus trouvent leur place. » Ces mots firent frissonner une partie de la salle. Elizabeth Montgomery, assise discrètement au deuxième rang, esquissa un léger sourire d'encouragement. Zoé, depuis la régie technique, observait l'écran. Elle voyait comment chaque tentative de sabotage avait forcé Amara à improviser, mais aussi comment cela révélait une résilience impressionnante. Diane, l'avocate, notait chaque réaction dans la salle,
consciente que ces moments pouvaient aussi servir dans un futur dossier, si des preuves de discrimination ou de sabotage devaient être présentées. Marcus, assis dans le public, serrait ses mains pour contenir son émotion. Il revoyait dans sa mémoire les années passées, les nuits sans sommeil, les sacrifices, et le courage constant de sa fille. À cet instant, il comprit que peu importait l'issue de cette réunion, Amara avait déjà gagné quelque chose de plus grand, le respect. La présentation se poursuivit. Amara montra des témoignages vidéo d'enseignants projetés à l'écran, parla des chiffres d'amélioration de la lecture, et détailla les coûts et revenus prévus. Elle s'exprima avec une clarté telle qu'aucun adulte n'aurait pu la surpasser. Quand elle conclut, elle dit simplement, « Je ne vous demande pas seulement d'investir dans une entreprise. Je vous demande de croire qu'aucun enfant n'est de trop. » La salle éclata en applaudissements. Pas un tonnerre unanime, mais un mélange sincère d'approbation, de surprise et de respect. Amara baissa légèrement la tête, reconnaissante, avant de quitter le pupitre. Marcus se leva discrètement, croisant le regard de sa fille et lui offrant un sourire qui disait tout sans mot prononcé. Mais dans l'ombre, la bataille n'était pas terminée. Dès que la présentation fut terminée, Richard Blackwell sortit de la salle, son téléphone collé à l'oreille. Elle a réussi à passer malgré l'incident. Non, ça ne suffira pas. Il faut autre chose. Sa voix basse et tendue trahissait sa nervosité. Pendant ce temps, les investisseurs se rassemblaient dans une pièce adjacente pour délibérer. Amara et son équipe patientaient dans un salon, servi en eau et café. Elle restait immobile, ses mains posées sur ses genoux, essayant de paraître calme. Zoé s'assit à ses côtés, peu importe ce qu'il décide, tu as prouvé que tu étais légitime. Amara hocha la tête, mais son regard restait fixé sur la porte fermée. Après une longue attente, un organisateur entra et annonça, les résultats des délibérations seront communiqués demain matin. Vous êtes invités à rester en ville cette nuit. Amara soupira, partagée entre soulagement et frustration. Elle voulait une réponse immédiate, mais elle savait que ce délai faisait partie du processus. Le soir venu, de retour à l'hôtel, elle se retira dans sa chambre et s'assit devant la fenêtre. Les lumières de San Francisco scintillaient au loin. Elle sortit la photo de sa mère et la garda contre elle. « J'espère que tu me regardes, » murmura-t-elle. Marcus entra doucement et s'assit à côté d'elle. « Quoi qu'il arrive demain, tu n'as rien à prouver de plus. Tu es déjà un exemple. » Amara se blottit contre son père. « Mais si je gagne, ils ne pourront plus dire que je n'ai pas ma place. » Au même moment, dans un bureau feutré au dernier étage d'une tour, Richard Blackwell retrouvait ses associés. Elle a impressionné certains investisseurs. Mais nous devons la faire tomber. Si elle obtient ce financement, son projet va nous concurrencer directement. L'un des hommes sortit un dossier épais. Nous avons trouvé une piste, une ancienne employée de Dreamscape prête à témoigner contre elle. Richard esquissa un sourire. Alors utilisons-la. La partie qui s'ouvrait dépassait de loin un simple financement. Amara venait d'entrer, sans le vouloir, dans une guerre où l'argent, l'influence et la réputation allaient peser aussi lourd que ses idées. Et tandis qu'elle fermait les yeux pour tenter de trouver le sommeil, un pressentiment grandissait en elle. Elle savait qu'on n'en avait pas fini avec elle. Le matin suivant, Amara se réveilla bien avant l'aube. Elle resta un instant immobile, fixant le plafond de sa chambre d'hôtel, le cœur battant à toute vitesse. La journée de vérité venait de commencer. Marcus frappa doucement à la porte et entra avec 2 tasses fumantes. « Chocolat chaud pour toi, café pour moi. » Amara esquissa un sourire, mais ses yeux restaient lourds d'inquiétude. « Et s'ils disent non ?» demanda-t-elle. Marcus posa la tasse devant elle. « Alors on trouvera une autre voie. Mais tu as fait ce que beaucoup d'adultes n'auraient jamais osé faire. » Dans le couloir, Zoé passait déjà en revue ses notes sur la tablette. Diane, quant à elle, recevait des messages d'assistants juridiques. « Je sens qu'ils vont tenter quelque chose, » prévint-elle. Marcus fronça les sourcils. « Comme quoi ?» Diane répondit en baissant la voix, « Un témoin. J'ai entendu des rumeurs sur une ancienne employée. Il pourrait essayer de te peindre comme une enfant manipulée par ton entourage. » Amara, en écoutant ces mots, sentit un froid la traverser. Elle serra la photo de sa mère dans sa poche intérieure et dit simplement, « Alors je leur montrerai que je suis la seule responsable de Dreamscape. » À 9 heures, ils arrivèrent de nouveau au centre de conférence. L'atmosphère y était plus lourde que la veille. Les investisseurs s'étaient déjà installés, certains feuilletant des dossiers, d'autres échangeant à voix basse. Dans un coin de la salle, Richard Blackwell parlait avec une femme brune à l'air nerveux. Zoé la reconnut immédiatement, Karen Davis,
une ex-assistante qui avait quitté Dreamscape il y a quelques mois après un conflit mineur. Voilà leur carte maîtresse, souffla Zoé à Marcus. Lorsque la réunion débuta, le président du comité annonça, avant de rendre notre décision finale, nous avons reçu un témoignage qui mérite d'être entendu. Karen Davis se leva et prit la parole. Sa voix tremblait légèrement, mais elle essayait de paraître convaincue. Je travaillais pour Dreamscape. J'ai vu des pratiques douteuses. Ce projet n'est pas dirigé par cet enfant. Tout est orchestré par des adultes qui veulent se cacher derrière elle pour obtenir de l'argent. Un murmure parcourut la salle. Amara resta immobile, les yeux fixés sur Karen. Ses doigts tremblaient, mais elle se força à respirer en rythme. Marcus fit un mouvement comme pour intervenir, mais Diane posa une main sur son bras. Laisse-la répondre. Amara se leva lentement. Elle s'approcha du pupitre, son carnet de notes serré contre elle. Sa voix, quand elle parla, était calme et ferme. Madame Davis a travaillé pour Dreamscape. Elle m'a aidé à organiser certains fichiers, à répondre à des mails. Mais chaque ligne de code, chaque test, chaque idée est sortie de ma tête. Elle ouvrit son ordinateur portable et afficha l'interface de Dreamscape. Ses doigts commencèrent à taper à une vitesse impressionnante. Voici une version test que j'ai créée cette semaine. Je peux la modifier en direct devant vous. Sous les yeux ébahis de la salle, elle ajusta des paramètres, corrigea une ligne de code, relança la simulation. L'écran afficha instantanément une nouvelle séquence adaptée aux enfants dyslexiques. Voilà comment ça fonctionne. Et je suis la seule à savoir manipuler ce prototype. Un silence lourd tomba. Amara reprit, ce n'est pas facile d'être prise au sérieux quand on a 9 ans. Mais je ne suis pas une façade. Je suis la fondatrice. Dreamscape, c'est mon idée, ma création, mon engagement. Elizabeth Montgomery, assise au premier rang, applaudit la première. D'autres suivirent, et bientôt la moitié de la salle battait des mains. Le président leva la main pour ramener le calme. Merci, mademoiselle Jenkins. Nous allons prendre en compte vos réponses. Karen Davis, déstabilisée, baissa les yeux et quitta la scène. Richard Blackwell, furieux, serra les poings. Son plan venait de s'effondrer sous ses yeux. Il sortit précipitamment son téléphone et quitta la salle. La délibération reprit. Pendant ce temps, Amara retourna s'asseoir près de son père. Marcus lui murmura, « Tu as été brillante. » Amara répondit d'une voix basse, « Je n'ai fait que défendre la vérité. » 2 heures plus tard, le comité revint avec sa décision. Le président s'éclaircit la voix et annonça, « Après examen des éléments présentés, nous avons décidé d'investir dans Dreamscape. » Un tonnerre d'applaudissements retentit. Amara sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Marcus l'enlaça, Zoé tapa des mains avec enthousiasme, et Diane esquissa pour la première fois un sourire franc. Les investisseurs commencèrent à signer les premiers documents. Elizabeth Montgomery s'approcha d'Amara et dit doucement, « Tu m'as rappelé pourquoi j'ai cru dans l'éducation toute ma vie. Je souhaite faire partie de ton aventure. » Amara la remercia avec émotion. Mais, dans l'ombre des couloirs du centre, Richard Blackwell parlait déjà à d'autres complices. Ils ont peut-être gagné une bataille, mais pas la guerre. Si ce projet décolle, il va déranger beaucoup de monde. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne prenne trop d'ampleur. Amara, ignorant encore l'ampleur des forces qui se liguaient contre elle, savourait ce premier triomphe. Elle ne savait pas que le véritable combat venait tout juste de commencer. Index revers pointant vers la droite. Blanc, veux-tu que je passe directement à la réécriture du chapitre 7 en français, ou souhaites-tu d'abord relire attentivement ce chapitre avant que je continue? Parfait, coche épaisse blanche, merci pour ta confirmation. Voici le chapitre 7, réécrit en français, France, dans la continuité du récit, narration fluide, environ 10 000 caractères, sans titre ni sous-titre, avec le même ton naturel et captivant. La nouvelle de la victoire d'Amara s'était répandue comme une traînée de poudre dans le centre de conférence. Les médias présents commencèrent à publier des articles dès l'après-midi. On voyait apparaître des titres surprenants sur les écrans de téléphone. Une enfant de 9 ans décroche un financement historique, Dreamscape, la start-up qui redéfinit l'éducation. Amara, entourée de son équipe, était sollicitée de toutes parts. Les journalistes voulaient des interviews, les investisseurs signaient déjà des accords préliminaires, et plusieurs écoles demandaient des démonstrations. Marcus veillait à la protéger, formant un cercle invisible autour d'elle. Pas plus de 2 interviews aujourd'hui,
dit-il d'un ton ferme à l'organisateur. Zoé vérifiait les demandes entrantes sur sa tablette, sélectionnant celles qui semblaient les plus sérieuses. Diane, elle, rappelait constamment, chaque mot compte. Soyez prudent. Amara, malgré son âge, gérait avec une étonnante maturité. Dans une première interview, elle expliqua calmement, Dreamscape n'a pas été conçu pour impressionner des investisseurs. Il a été conçu pour aider les enfants qui, comme moi autrefois, se sentaient en décalage avec l'école traditionnelle. Sa voix claire, ses gestes mesurés et sa sincérité désarmaient les sceptiques. Pendant ce temps, dans un bureau luxueux de San Francisco, Richard Blackwell fulminait. Autour de lui, ses associés s'agitaient. Comment a-t-elle pu convaincre malgré nos efforts, lança l'un d'eux. Richard frappa du poing sur la table. Parce qu'on l'a sous-estimé. Mais il n'est pas trop tard. Nous devons attaquer autrement, fragiliser sa réputation, cibler son entourage, exploiter la moindre faille. Ces mots glacials résonnèrent comme une promesse de représailles. À l'hôtel, la soirée se déroulait dans un mélange d'euphorie et de fatigue. Marcus avait commandé un repas simple, pizza, pâtes et jus de fruits. Amara dévorait une part de pizza tout en relisant des articles en ligne. Ses yeux s'agrandissaient à chaque titre positif. « Il croit vraiment en moi », murmura-t-elle. Marcus posa une main sur son épaule. « Parce que tu leur as montré la vérité. » Zoé, assise sur le lit voisin, connecta son ordinateur à la télévision. « Regardez ça », dit-elle. Sur l'écran apparut un plateau télé où des experts discutaient déjà de Dreamscape. L'un d'eux affirmait, « Si ce projet est aussi solide qu'il en a l'air, il pourrait transformer l'éducation dans le monde entier. » Amara resta bouche bée. Diane, en revanche, resta vigilante. Plus il y a de lumière, plus les attaques seront fortes. Elle avait raison. Dans la nuit, Marcus reçut un appel anonyme. Une voix déformée lança, « Arrêtez tout, ou vous allez le regretter. » Puis la ligne se coupa. Marcus garda le silence quelques secondes, le téléphone à la main, avant de ranger l'appareil. Il décida de ne rien dire à Amara pour l'instant. Mais dans son regard, une inquiétude nouvelle s'installa. Le lendemain, Amara fut invitée à visiter une école locale pour présenter Dreamscape directement aux enfants et enseignants. Quand elle entra dans la classe, les élèves la regardèrent d'abord avec curiosité. Puis, en voyant une enfant de leur âge manipuler un programme aussi avancé, leurs visages s'illuminèrent. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda une petite fille. Amara répondit avec un sourire timide, « Oui, et toi aussi, tu pourrais créer quelque chose un jour. » Les enseignants furent impressionnés par la simplicité d'utilisation du logiciel et par la manière dont il s'adaptait automatiquement aux besoins de chaque élève. Un professeur de mathématiques déclara, « Si cela fonctionne à grande échelle, ce sera une révolution. » Amara sentit son cœur s'alléger. Ici, loin des intrigues, son projet révélait enfin sa véritable raison d'être, aider. Mais à l'extérieur, des ombres continuaient à s'agiter. Richard avait organisé une réunion avec un cabinet de relations publiques douteux. Diffuser des rumeurs, inventer des doutes sur la validité de ses travaux. Si les gens commencent à croire qu'elle n'est qu'un visage mis en avant par d'autres, son projet perdra en crédibilité. Les stratèges hochèrent la tête, prêts à lancer une campagne de désinformation. Le soir même, en rentrant à l'hôtel, Zoé montra à Marcus et Diane les premières publications suspectes sur les réseaux sociaux. De faux comptes accusaient Amara d'être une marionnette. D'autres prétendaient que Dreamscape avait volé des idées à de grandes entreprises. Amara, en voyant ces messages, sentit une boule d'angoisse lui monter dans la gorge. « Pourquoi ils font ça ?» demanda-t-elle. Marcus répondit doucement, « Parce que tu représentes un changement qu'ils craignent. » Amara resta silencieuse quelques instants, puis déclara avec détermination, « Alors je dois prouver que ce n'est pas vrai. » Zoé lui serra la main. « Et tu ne seras pas seule pour le faire. » Cette nuit-là, Amara eut du mal à trouver le sommeil. Dans ses rêves agités, elle voyait son siège 2 encore vide, comme une place qui lui revenait mais qu'on tentait sans cesse de l'y arracher. Elle se réveilla en sursaut, mais au lieu de pleurer, elle alluma son ordinateur et se remit à travailler. Ligne après ligne, elle renforçait Dreamscape, comme si chaque morceau de code devenait une armure contre les attaques à venir. Au même moment, dans son bureau feutré, Richard Blackwell signait les premiers contrats avec ses complices. La guerre de l'image venait de commencer. Les jours suivants furent à la fois exaltants et éprouvants pour Amara et son équipe. Chaque matin,
Les journaux affichaient son visage en première page. Les chaînes d'information diffusaient ses discours, et les réseaux sociaux regorgeaient de vidéos de sa présentation. Pour beaucoup, elle était devenue une source d'inspiration. Mais pour d'autres, elle représentait une cible idéale. Les rumeurs orchestrées par Richard Blackwell commençaient à circuler plus largement. Certains articles anonymes remettaient en question la légitimité d'une enfant dirigeant une start-up. Des blogueurs affirmaient qu'il était impossible qu'une fillette ait pu coder un projet aussi complexe. Plus inquiétant encore, des faux documents apparurent en ligne, prétendant montrer que Dreamscape avait copié des logiciels existants. Amara suivait tout cela depuis sa chambre d'hôtel. Ses yeux fatigués parcouraient les écrans, son visage fermé trahissant l'impact de ses attaques. Peu importe ce que je fais, il trouve toujours une façon de me rabaisser, souffla-t-elle. Marcus s'assit à côté d'elle et posa un bras rassurant autour de ses épaules. Les attaques signifient que tu as du pouvoir. On ne frappe jamais ceux qui ne dérangent pas. Zoé, de son côté, décida de contre-attaquer sur le terrain numérique. Elle passa des nuits entières à retracer les sources des fausses publications. La majorité provient des mêmes serveurs, expliqua-t-elle. C'est organisé. Diane, l'avocate, confirma, si nous pouvons prouver que Richard est derrière ça, nous aurons de quoi déposer plainte. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner à l'hôtel, Amara reçut un appel inattendu. C'était une journaliste du San Francisco Chronicle. Nous avons trouvé des informations intéressantes. Est-ce que vous accepteriez une interview exclusive? Amara hésita. Elle craignait un piège, mais Zoé fit un signe discret. Accepte. Ça peut rétablir la vérité. L'interview eut lieu dans un café tranquille. La journaliste, une femme d'une quarantaine d'années au regard franc, posa des questions directes. Comment réagissez-vous face à ceux qui disent que vous n'êtes qu'une façade? Amara respira profondément avant de répondre, je comprends leur scepticisme. Mais je ne suis pas une façade. Je suis une créatrice. Et ceux qui m'ont vu coder, enseigner et diriger le savent. L'article fut publié le soir même avec un titre marquant, Amara Jenkins, l'enfant qui refuse d'être effacé. Il connut un succès viral. Les lecteurs y virent non seulement l'histoire d'un projet éducatif, mais aussi celle d'une fillette qui incarnait la persévérance. Richard, en découvrant l'article, entra dans une rage froide. Il faut passer à l'étape suivante, dit-il à ses associés. S'il ne doute plus de son intelligence, alors faisons douter de son intégrité. L'un de ses complices lui remit un dossier. Nous avons obtenu des informations sur le père. Des vieilles dettes, des difficultés passées. Nous pourrions insinuer qu'il utilise sa fille pour se racheter. Richard esquissa un sourire cruel. Parfait. Quelques jours plus tard, une nouvelle vague de rumeurs éclata. Cette fois, elle visait Marcus. Des blogs anonymes l'accusaient d'avoir détourné de l'argent, de manipuler sa fille pour son propre bénéfice. Amara, en lisant ces accusations, sentit son cœur se briser. Ce n'est pas juste, protesta-t-elle. Marcus la prit dans ses bras. Ils n'ont rien. Ce sont des mensonges. Mais il faudra rester fort. Diane réunit l'équipe pour une réunion stratégique. Nous avons deux options, ignorer ces attaques en espérant qu'elles s'essoufflent, ou riposter publiquement avec des preuves. Amara, déterminée, trancha, on riposte. Elle ouvrit son ordinateur et afficha des dossiers organisés méticuleusement, comptes bancaires, reçus, rapports d'audit. Je veux qu'ils voient que tout est clair. Zoé mit en place une conférence en ligne diffusée en direct. Devant des milliers de spectateurs, Amara prit la parole. Mon père n'a rien à cacher. Dreamscape n'a rien à cacher. Elle montra les preuves, détailla les contrôles financiers, et conclut, les mensonges ne nous arrêteront pas. La diffusion fit grand bruit. Beaucoup saluèrent le courage et la transparence de la jeune PDG. Mais dans l'ombre, Richard comprit qu'il devait frapper encore plus fort. Lors d'une réunion nocturne, il lâcha, alors, il est temps d'utiliser mes contacts au gouvernement. Une enquête officielle va les ralentir. Ses complices hochèrent la tête. Pendant ce temps, Amara, épuisée mais déterminée, se tenait à la fenêtre de sa chambre. Elle observait les lumières de San Francisco et murmura à voix basse, « Ils ne me feront pas disparaître. » Elle ne savait pas encore que l'étape suivante serait la plus difficile, car elle allait devoir affronter non seulement les rumeurs, mais aussi des institutions entières manipulées contre elle. Quelques jours plus tard, une lettre officielle arriva à l'hôtel.
Diane fut la première à l'ouvrir. Ses yeux parcoururent le document, puis elle annonça d'une voix grave, « Le gouvernement fédéral a lancé une enquête sur Dreamscape. Ils prétendent vouloir vérifier les financements et les autorisations légales. » Amara sentit son souffle se couper. Zoé serra les dents. C'est exactement ce que Richard voulait. Marcus prit la feuille, son visage se durcissant. Ils essaient de nous ralentir. Diane posa le dossier sur la table. Cette enquête pourrait durer des mois. Et tant qu'elle sera en cours, certains investisseurs pourraient hésiter à confirmer leurs engagements. Amara croisa les bras et dit d'une voix ferme, « Alors on ne doit pas attendre. On doit leur prouver que tout est en règle, et vite. » Ils passèrent la journée à rassembler chaque document, audit financier, contrat signé, licence éducative. Zoé centralisa tout dans un serveur sécurisé, Diane établit un plan de défense juridique, Marcus fit appel à des partenaires pour témoigner en faveur de Dreamscape. Amara, elle, rédigea un communiqué à destination du public, « Nous accueillons cette enquête avec confiance. Dreamscape a été construit dans la transparence. Nous n'avons rien à cacher. » Le communiqué fut diffusé le soir même. Certains médias saluèrent cette attitude courageuse, mais d'autres s'en servirent pour semer encore plus de doutes. À la télévision, un commentateur déclara, « Peut-être que cette enfant n'est pas aussi innocente qu'elle le prétend. » Amara, assise devant l'écran, sentit la colère monter. « Pourquoi il refuse de croire en moi ?» demanda-t-elle à son père. Marcus lui répondit calmement, « Parce que tu es en train de changer des choses qu'il pensait immuables. » Le lendemain, l'équipe fut convoquée dans un grand bâtiment administratif. Le hall froid, les murs de béton, l'éclairage blafard donnaient une impression de tribunal silencieux. On les fit entrer dans une salle de réunion où les attendaient plusieurs enquêteurs. À la tête du groupe, un homme austère, lunettes rectangulaires, se présenta, inspecteur général Harris. Nous allons examiner vos activités. Les heures qui suivirent furent éprouvantes. Les enquêteurs posaient des questions pointues, demandaient des chiffres, exigeaient des preuves. Amara, bien qu'épuisée, resta concentrée. Elle répondit à certaines questions techniques avec une précision qui laissa les inspecteurs bouche bée. Zoé appuya avec des démonstrations en direct, Diane contesta les insinuations, Marcus fournissait des documents financiers. À un moment, Harris lâcha une remarque sèche. « Vous comprenez qu'il est difficile de croire qu'une enfant de 9 ans dirige un projet aussi vaste. » Amara redressa la tête et répondit d'un ton ferme, « Je comprends. Mais difficile ne veut pas dire impossible. » Sa voix résonna dans la salle comme un défi. Pendant ce temps, à l'extérieur, Richard observait de loin, sûr de lui. « Même si elle réussit à répondre, cette enquête va la ralentir, » dit-il à un associé. « Chaque jour perdu joue en notre faveur. » Mais ce qu'il ignorait, c'est que l'opinion publique commençait à se retourner. Car au même moment, des enseignants, des parents et même des élèves publièrent spontanément des témoignages en ligne. Des vidéos montraient Dreamscape en action, aidant des enfants à lire ou à résoudre des problèmes. Un hashtag se répandit rapidement, #WeStandWithAmara. Des milliers de personnes exprimaient leur soutien, transformant l'enquête en sujet national. Amara découvrit ces messages le soir, dans sa chambre d'hôtel. Ses yeux se remplirent de larmes en voyant une vidéo d'un petit garçon disant, « Grâce à Dreamscape, je peux lire mon premier livre. Merci, Amara. » Elle serra la tablette contre elle et murmura, « C'est pour eux que je fais tout ça. » Diane sourit pour la première fois depuis des jours. « Tu vois? Tu n'es pas seul. » Marcus hocha la tête. La vérité finit toujours par se voir. Zoé ajouta en fixant son écran, « Et nous allons faire en sorte que le monde entier le sache. » Le lendemain, lors de la deuxième audition, Harris montra quelques-uns de ses témoignages viraux. Nous avons constaté une vague de soutien public inhabituelle. Cela nous oblige à examiner votre dossier avec encore plus de sérieux. Derrière ses lunettes, un éclat nouveau brillait dans son regard, comme s'il commençait à douter lui-même de la validité de l'accusation. Amara répondit calmement, « Je n'ai pas peur d'être examiné. Ce que je crains, c'est que des enfants soient laissés de côté si mon projet est détruit par des mensonges. » Ces mots touchèrent plusieurs enquêteurs, qui échangèrent des regards discrets. En sortant de la salle, Amara leva les yeux vers le ciel gris de San Francisco. Elle savait que la bataille n'était pas terminée. Mais elle sentait aussi que quelque chose changeait. Pour la première fois, ce n'était plus seulement son équipe qui la défendait, c'était tout un mouvement qui se formait derrière elle.
Dans son bureau feutré, Richard découvrit cette vague de soutien et serra les poings. Elle commence à m'échapper. Ses complices restèrent silencieux. Tous comprirent que le plan initial avait échoué. Mais Richard n'avait pas dit son dernier mot. Si l'opinion publique la protège, alors nous frapperons ailleurs. Amara, sans le savoir, venait de franchir un cap décisif. Ce n'était plus seulement une enfant à défendre, elle était devenue le symbole d'un combat plus grand. Les jours qui suivirent furent décisifs. L'enquête gouvernementale avançait, mais l'opinion publique continuait de basculer en faveur d'Amara. Chaque soir, de nouveaux témoignages apparaissaient sur les réseaux. Des parents racontaient comment Dreamscape avait changé la vie de leurs enfants, des enseignants montraient leur classe progresser, et même des responsables éducatifs locaux se déclaraient prêts à soutenir officiellement le projet. Marcus, Zoé et Diane travaillaient sans relâche aux côtés d'Amara. Dans les couloirs administratifs, ils avaient appris à ne jamais baisser les yeux. Mais la pression était immense. Amara, bien qu'épuisée, refusait d'abandonner. Chaque fois qu'elle sentait ses forces faiblir, elle se souvenait du petit garçon qui avait dit grâce à une vidéo « Merci Amara, maintenant je peux lire mon premier livre ». C'était pour lui, et pour tous les autres enfants, qu'elle se battait. Un matin, un appel inattendu bouleversa tout. L'inspecteur Harris, celui qui menait l'enquête, demanda à rencontrer Amara et son équipe. Dans une salle sobre, il les accueillit avec une expression inhabituelle. Après examen approfondi, dit-il, nous n'avons trouvé aucune preuve de fraude ou d'irrégularité. L'enquête est close. Un silence suivit, brisé par Zoé qui laissa échapper un soupir de soulagement. Marcus serra la main de sa fille, tandis que Diane confirma d'un ton sec. Comme nous l'avons dit depuis le début, tout est en règle. Harris hocha la tête, puis ajouta, je dois être honnête. Ce dossier m'a poussé à revoir certains préjugés. Vous êtes remarquablement compétente, mademoiselle Jenkins. Amara répondit d'une voix douce mais assurée, je voulais juste qu'on juge mon travail, pas mon âge ou ma couleur de peau. La nouvelle de la clôture de l'enquête fit l'effet d'une bombe. Les chaînes d'information couvrirent l'affaire en boucle, Amara Jenkins blanchie, Dreamscape sort renforcé de l'épreuve. Les soutiens affluèrent encore plus nombreux. Les investisseurs, rassurés, confirmèrent leurs engagements financiers. Dreamscape reçut même de nouvelles propositions venues de l'étranger. Richard Blackwell, en revanche, vit son monde s'écrouler. Des journalistes commencèrent à enquêter sur ses propres affaires. Certains de ses complices, craignant d'être découverts, se retournèrent contre lui. Des documents internes révélèrent ses manœuvres de sabotage. Bientôt, ce ne fut plus Amara qu'on questionna, mais Richard lui-même. Son arrogance se transforma en isolement. Pendant ce temps, Amara donna une conférence de presse devant une salle comble. Les caméras du monde entier étaient braquées sur elle. Elle prit la parole avec la même clarté que lors de sa première présentation, cette expérience a été difficile. On a essayé de me voler ma place, de salir mon nom et de détruire mon projet. Mais ce que j'ai appris, c'est que la vérité finit toujours par triompher. Dreamscape existe parce que des enfants méritent mieux. Et je continuerai à me battre pour eux. La salle explosa en applaudissements. Des journalistes l'acclamèrent, des enseignants vinrent la remercier personnellement, et plusieurs enfants lui tendirent des dessins en guise de soutien. Amara, touchée, sourit timidement. Marcus, les larmes aux yeux, regardait sa fille avec une fierté immense. Zoé et Diane échangèrent un regard complice. Elle savait qu'elle venait d'assister à la naissance d'une figure qui dépasserait de loin le cadre d'une simple start-up. Le soir, de retour à l'hôtel, Amara se blottit contre son père et murmura « Je crois que maman aurait été fière. » Marcus l'embrassa sur le front. « Elle l'est, Sparrow. Elle l'est. » Elle sortit la photo qu'elle gardait toujours dans sa poche et la posa sur la table de chevet. Dans ses yeux brillait une lueur nouvelle, mélange d'épuisement, de soulagement et d'une détermination encore plus forte. Car elle le savait désormais, Dreamscape n'était pas seulement une entreprise. C'était un mouvement. Un appel au changement. Et elle, malgré son âge, était prête à le porter. L'histoire d'Amara ne s'arrêta pas à cette victoire. Elle n'était qu'un début. Mais ce jour-là, elle comprit qu'elle avait gagné bien plus qu'un financement ou une reconnaissance. Elle avait gagné sa place. Une place qu'aucun Richard Blackwell, aucun mensonge, aucune attaque ne pourrait plus jamais l'y arracher. Et alors que les lumières de San Francisco scintillaient au loin, elle ferma les yeux avec une certitude ancrée dans son cœur.
elle n'était plus seulement la petite fille du siège de A. Elle était devenue un symbole de courage, de résilience et d'avenir. Étincelle, merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous croyez vous aussi que des voix comme celle d'Amara méritent d'être entendues, n'oubliez pas de partager ce récit autour de vous, de vous abonner pour découvrir d'autres histoires de courage et de justice, et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Ensemble, nous pouvons continuer à mettre en lumière des récits qui inspirent et redonnent espoir.